Salut Frédéric, je suis vraiment ravi de t'accueillir. Bonjour à tous. T'es un invité régulier de l'émission, pas assez régulier à mon goût parce que t'as toujours énormément de choses à nous apprendre. Et puis que t'es un pro du sujet depuis fort longtemps maintenant. Je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, avec ta double casquette, et puis on attaquera la présentation, les échanges, etc. Ouais, alors bonjour à tous, hein. Je vois que vous êtes une petite trentaine déjà de connectés à 2 minutes du lancement. Donc je suis Frédéric Canavette. En fait, ça fait quasiment 20 ans que je travaille dans le marketing et j'ai lancé en 2009 mon blog conseilmarketing.com et donc en fait j'essaie de partager mes petites astuces, mes petits conseils en marketing B2B. C'est aussi mon laboratoire puisqu'en fait avec ça je fais pas mal de tests. Comme j'arrive à générer un petit peu de revenus avec le blog, en fait, ça me sert à investir dans des outils, des technos, etc. Et en parallèle de ça, en fait, je suis product manager et chargé de projets digitaux chez Eloquent, qui est un éditeur de logiciels de centre de contact et d'enquête de satisfaction. Et donc, en fait, j'essaie aussi d'appliquer un petit peu ce que je fais en titre perso à titre pro, sachant que moi, je suis plus product manager, donc je m'occupe plus des offres marketing, des produits et aussi un petit peu de tout ce qui est CRM. J'ai le plaisir, je sais pas si on peut appeler un plaisir, mais d'essayer de dompter Salesforce, des outils de marketing automation pour Eloquent. Voilà. Ouais, moi, j'ai toujours été bluffé de ce que tu es capable à faire sur ton blog conseil marketing à côté de ton travail à plein temps. Moi, c'est toujours une vraie admiration que j'ai pour cette force de travail, la qualité de ton blog, de tes contenus, la densité de tes articles, la multiplicité des appâts. Euh, C'est une question En voilà. fait, c'est une question d'organisation. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est ce que tu me dis là, c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on on me demande de manière récurrente. Et en fait, j'ai tous les mois en fait avec un confrère, on auto-coach mutuellement, c'est-à-dire que ça, c'est depuis 3 ans en fait, tous les mois pendant 1 heure et demie à la pause du midi, on se fait un déj virtuel. Et donc, en fait, on se pose chacun des questions, on se challenge, etc. Et donc, mon co-coach, lui, C'est m'a dit, qui? alors je peux pas le dire malheureusement, parce que enfin voilà, mais donc voilà, il s'appelle Raphaël. Et donc en fait, on est tous les deux un petit peu dans la même thématique, mais non sans être concurrents. Et donc en fait, c'est vrai, il me dit, mais quelle est ta recette? Comment tu fais pour être si productif? Comment tu fais? Et en fait, il y a plusieurs choses. Un, c'est le pouvoir de la routine. C'est vrai que quand on commence à se mettre en place une routine, quand on a en fait aussi des faits cumulés, c'est-à-dire que si tu crées régulièrement quelque chose, tu y arrives. Par exemple, tu as écrit un bouquin, Gabriel. Moi aussi, j'ai écrit 2 bouquins là en 2 ans, et je me suis rendu compte que c'est les petites choses, quand tu as une routine, qui font les grandes choses. Par exemple, pour le bouquin que j'ai écrit sur les chatbots, je prenais une demi-heure, 45 minutes tous les midis, enfin un midi sur deux, c'est pas tous les midis, un midi sur deux, et finalement, c'était beaucoup plus efficace que travailler une journée complète ou une demi-journée où finalement, tu as toujours des choses, t'es parasité, etc. Tandis que si tu te forces tous les midis à faire une demi-heure, tu arrives à de grands résultats. Donc moi, ce que j'invite tout le monde à faire, si vous voulez avoir des résultats, mettez-vous une routine, c'est-à-dire que vous intégrez dans votre routine habituelle une nouveauté. Par exemple, tiens, je vais dire n'importe quoi, mais vous voulez écrire des articles de blog. Et tu sais comme moi que c'est toujours bazar parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a l'urgence, etc. Ce que vous faites, c'est que un midi sur deux, vous dites voilà, au lieu d'aller bouffer avec mes collègues, ou alors je bouffer avec ma femme parce que là on est en télétravail, etc. Je vais me prendre une demi-heure, 45 minutes, je vais manger devant mon écran et je vais commencer à écrire. Et vous allez intégrer ça tous les 2 jours. Ça va devenir une routine, ça va arriver automatiquement. Vous n'aurez plus d'efforts à faire. Et finalement, en faisant une demi-heure, 45 minutes tous les 2 jours, vous allez vous rendre compte que ah ouais, finalement c'est pas si compliqué de ça. C'est comme tous les gens qui font des challenges, par exemple une vidéo par jour pendant 30 jours ou des choses comme ça. Et en fait, c'est cet aspect effet cumulé qui est vraiment super intéressant. Voilà. Ouais, non, mais là-dessus, je te rejoins complètement. Néanmoins, ce qui est assez exceptionnel, et j'insiste quand même, c'est que c'est pas un article de blog toutes les semaines que tu fais. C'est, je sais pas combien d'articles de blog, des livres blancs, des livres. On dépasse le cadre de la routine. On est dans la double vie ou la triple vie, parce que Ah c'est ouais. aussi la vie perso. C'est plus là-dessus que je suis assez bluffé. Ouais, ouais. Après, comme tu dis,
c'est une question d'habitude. C'est ce que je dis à ma fille, tu vois, qui a 6 ans, qui commence à lire, et je lui dis, mais plus tu vas lire, plus ça va être facile, parce qu'en fait, comme tous les enfants, les devoirs et tout ça, ils aiment pas ça. Donc, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez être bon. Plus vous allez écrire, plus ça va aller. Et c'est comme faire de la vidéo, c'est faire des présentations. Tu vois, je discutais avec Francis Zenz, qui est un consultant qui était pas du tout sur le digital. Et en fait, il s'est lancé un challenge, faire une vidéo tous les jours sur la transformation digitale, etc. Et finalement, il se dit, c'est pas compliqué, et j'ai réussi à le faire. Donc, en fait, c'est se lancer. Et ça aussi qui est entre guillemets ma force et ma faiblesse, c'est qu'en fait je suis dans l'action. Il y a beaucoup de gens en fait qui sont dans la réflexion, qui se disent qu'est-ce qu'on va faire, etc. Moi je me pose pas autant de questions là, et c'est ce qui est le plus compliqué à faire dans tous les métiers, même au quotidien. Souvent en fait quand tu commences le matin ta journée de travail, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lire tes mails, tu vas faire tes trucs. Donc que si tu es dans l'action, tu dis allez maintenant je fais 5, 4, 3, 2, 1, je fais ça, et tu y arrives tout de suite en ne réfléchissant pas, en me disant maintenant faut que je le fasse. C'est ça qui est le plus dur. Moi je sais que le plus compliqué le soir, c'est de commencer. Et souvent, en fait, je commence à regarder 2-3 bandes annonces YouTube, 2-3 vidéos, puis je dis, allez hop, c'est bon, j'y vais. Et en fait, le plus dur, c'est ça, c'est lancez-vous, faites la première action. C'est le premier pas qui compte le plus. Et il y a un bouquin qui rejoint complètement, moi, un dicton américain que j'aime bien et que je partage beaucoup avec mes équipes, c'est Better Done than Perfect. Ouais. Et donc, d'être dans cette logique de faire plutôt que d'essayer de faire parfaitement. La grande force du digital en plus, c'est qu'on peut toujours corriger, donc et c'est plus facile de corriger un truc qui a déjà été fait que de réfléchir au truc qui serait parfait, quoi. Ouais, et si vous êtes intéressé par cette méthode-là, vous pouvez regarder en fait le bouquin, je crois que c'est Mel Robbins, c'est 5 minutes, un truc comme ça. Je vais essayer de vous retrouver ça. Mel Robbins, je crois. 5 Second Rules, voilà, c'est 5 Minutes Rules. 5 Minutes Rules, et en fait, c'est un bouquin qui est assez intéressant, qui dit, voilà, il faut se lancer automatiquement. Et c'est vrai que quand j'ai lu ce bouquin-là, il était vraiment intéressant. Je crois que ça va être 5 Minute Rule ou 5 Seconds Rules. 5 Seconds Rules, c'est Mel, je sais pas quoi. Et donc, en fait, vous allez voir, c'est ce bouquin qui raconte en fait cette histoire-là. Et qui dit si tu le lances pas tout de suite, et en fait tu le fais pas. Alors j'essaie de vous le retrouver, je crois que c'est Mel Robbins ou je ne sais quoi. Et peut-être là ouais, c'est Mel Robbins, donc 5 Second Rules, vous retrouvez sur la Fnac, Amazon, etc. Et en fait c'est une méthodologie qui vous incite à passer à l'action. Super. Bon intro sympa. N'hésitez pas dans la salle si vous avez des questions pour Fred, si vous êtes comme moi bluffé par sa capacité de production, faites-lui un petit pouce. Alors, je sais pas comment on fait des pouces sur Webinar Jam, mais faites-lui un petit bravo, ce sera parfait. Moi je suis vraiment bluffé. Alors justement, tiens, là ça aussi c'est un petit truc que moi je fais. En fait, moi, tu vois, j'ai 47 ans maintenant, et donc on est pareil, hein. Ouais. Et voilà, tiens, je vais le mettre dans le chat. Normalement, j'ai dû faire un petit emoji. Ouais, t'as réussi. Ouais, donc en fait, les emojis, justement, tu vois, c'est ce que j'utilise vraiment beaucoup maintenant, alors que, tu vois, 47 ans, les emojis, sincèrement, c'était pas trop mon truc, quoi, jusqu'à présent. Et quand j'envoie des SMS, j'envoie jamais d'emojis, etc. Par contre, sur LinkedIn, par contre, dans mes emails, maintenant, systématiquement, j'en mets tout le temps, pour 2 choses. Lorsque tu es sur LinkedIn, si tu mets que du texte, tu vas pas arrêter les gens, parce qu'en fait, le but, c'est vraiment d'arrêter le regard. Et si tu as trop de texte, maintenant, les gens vont être, ça va être compliqué. Donc, il faut les arrêter vite fait avec des emojis, donc au début, si tu veux, dans les 2-3 premières lignes là, et ensuite dans le texte pour essayer d'aérer ça. Et dans mes emails, moi, je fais en fait, pour des questions de délivrabilité, je fais beaucoup d'emails 100% texte. Je fais très peu d'HTML, et pour éviter que ce soit lourd, chiant à lire, je mets régulièrement une livraison, j'arrive. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être passer sur les slides maintenant, et je vais même vous faire un petit sondage. Hop, voilà. Donc aujourd'hui, un des sujets qu'on va voir ensemble, c'est est-ce que c'est le content hacking et le growth hacking. Et donc je lance un petit sondage là aux 50 personnes qui sont en ligne. Je voudrais savoir qui connaît le terme growth hacking, qui ne connaît pas. Alors c'est pas mal. Là, on voit en live les réponses.
Donc, on est plutôt sur 50-50. Je connais, j'ai entendu parler. Et là, on commence à avoir des personnes qui ne savent pas 10%. Donc voilà, on va parler un petit peu de ça, de content hacking, de growth hacking, et je vais essayer de vous donner 5 astuces que j'utilise au quotidien. Donc, la petite astuce que je vous ai donnée précédemment, c'est faites des emailing parfois en format texte, format full text dans votre solution d'emailing, vous regardez ça, et mettez des petites emojis dedans. Et vous verrez, c'est assez sympa de pouvoir faire ça dans vos emailing. Et je vous raconterai aussi que j'ai tenté le système de 1 email par jour. Sincèrement, j'y croyais pas trop. Et pourtant, je trouve que c'est vraiment très efficace et c'est un très bon appel à l'action. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit sondage attendant. Donc, j'ai demandé qui connaît le terme growth hacking. Et grosso modo, un tiers connaissent bien. À peu près 40% j'ai entendu parler. Et 28% ne savent pas du tout ce que c'est. Super. Ça nous permet d'attaquer la presse. Ce qui est Exactement. bien, c'est que je sais que je peux être en roue libre avec toi, c'est que ça va bien se passer. Ah bah oui, on a préparé un petit peu. Donc en fait, Gabriel m'a dit tiens voilà, ça serait intéressant qu'on parle ensemble de deux choses, du cycle d'achat, mais également de quelques astuces, des tips pour hacker sa génération de trafic. Donc en fait voilà, moi je me suis dit tiens je vais passer en fait sur la partie cycle d'achat parce que c'est super important parce que dans le gros hacking comme dans toi l'acquisition design stratégie, il faut savoir. Je monte ton bouquin. Alors je crois que c'est la première version et qu'il a peut-être changé depuis la deuxième, mais la Bible du gros hacking. Bon, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de bouquins. Non, mais c'est ça, c'est facile de faire des bibles. Moi, dans le même genre, j'ai fait la Bible du marketing automation avec Stéphane Coulot, mais il n'y en a pas d'autres, c'est facile. Ouais. Et j'ai fait la Bible de l'acquisition strategy design parce que j'ai inventé le terme, donc c'est facile aussi. Donc voilà, c'est facile. Mais justement, c'est intéressant parce que là, c'est un excellent exemple de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas créer ton propre marché. C'est-à-dire qu'au lieu de te battre avec tout le monde sur le terme inbound marketing, et ben en fait, c'est la stratégie Océan Bleu. Si les gens connaissent pas, c'est un bouquin de Chang et Moborg. C'est un vieux bouquin Océan Bleu. Ouais, mais c'est une vraie référence. Je croyais l'avoir à côté aussi, mais je le retrouve plus. Ouais, c'est intéressant si vous voulez lancer un produit, c'est se dire comment je peux ne plus me retrouver dans le même, être considéré par mes clients ou mes prospects comme identique aux autres. Et pour ça, en fait, il faut se différencier. Et c'est ce que tu as fait toi avec la partie acquisition design stratégie, c'est proposer autre chose et travailler sur l'ensemble du cycle d'achat et pas dire je suis d'inbound marketing, je fais du digital. Et moi, pour le gros hacking, c'est pareil. En fait, pour l'histoire du bouquin, c'était simple. Hein. Tiens, juste toujours dans les bouquins, je te recommande celui-là si tu le connais pas. Tu parlais d'Océan Bleu. Il est dans le même esprit qu'Océan Bleu, mais un poil plus loin et en particulier hyper intéressant sur l'analyse de la disruption et de comment les startups justement créent leur océan bleu, créent la distribution justement en unlockant la customer value chain. Donc on est assez proche de l'acquisition aussi strategy design parce qu'il y a une décomposition de la chaîne de valeur ou du parcours d'achat, ça revient à peu près au même, ou du parcours client. Et dans cette décomposition-là, il explique comment on peut rentrer à l'intérieur, décorréler la partie service de la partie paiement. C'est un très bon bouquin, je te recommande Fred, et puis je le recommande à tous aussi au passage. Ah c'est super. En fait là, alors je peux malheureusement pas bouger ma caméra, mais j'ai une tonne de bouquins, mais je le mettrai peut-être dans ma petite wishlist. En fait là, je lis beaucoup en fait de bouquins audio. Enfin, je lisais beaucoup, j'écoutais beaucoup de bouquins audio et je vous invite vraiment à faire ça. Et là, je suis en train de me poser de plus en plus la question pour mettre mon bouquin Le Gros Hacking en audio là avec du Nouf, parce qu'en fait, je me rends compte que un bouquin te permet en fait de devenir une référence sur une thématique. Tu l'as dit précédemment, et c'est pour ça que même si vous faites un livre blanc PDF, essayez toujours d'en faire une centaine d'exemplaires en papier et utilisez-le pour l'envoyer de manière postale, soit à des top prospects, soit en fait l'envoyer à des journalistes, à des influenceurs, parce qu'on se rend compte que envoyer un bouquin papier, même si c'est vous qui l'avez auto-imprimé avec un imprimeur que vous avez en France ou en Belgique, etc., et ben en fait tout simplement ça permet de créer de la notoriété. Les gens se disent
un bouquin. Et c'est vrai que moi, tu vois, je te montrerai tout à l'heure. Bah tiens, je vais le faire tout de suite. Pour mon bouquin de gros hacking, j'ai vraiment fait une petite stratégie assez simple. J'ai hop voilà, j'ai le bouquin, j'ai en plus l'enveloppe dorée, j'ai tout un système qui fait que le livre n'est pas juste un livre que j'envoie par la poste, mais j'ai vraiment essayé de créer l'événement et le fait d'envoyer quelque chose de physique dans un monde qui est de plus en plus digital, ça change. Tu vois, quand j'envoie mon bouquin, je l'envoie dans une enveloppe dorée parce que j'ai réfléchi comme toi à comment créer l'effet waouh. Donc j'ai pris une enveloppe dorée pour que la personne qu'elle reçoit, les gens me disent hey, mon fils, il a vu l'enveloppe, j'ai vu le truc dans la poste, waouh, le facteur m'a dit qu'est-ce que c'est ce truc-là. Donc tu vois, tu as ça. Ensuite, j'ai pris des petits autocollants que je colle en fait sur un marque-page que j'ai acheté. Tu vois, au début, j'avais piqué des autocollants de ma fille sur les pirates. Et ensuite, j'ai pris un petit truc marque-page que je fais en manuel. Et tout ça, en fait, c'est le but de créer de l'émotion. C'est-à-dire que la personne, elle va pas juste recevoir un bouquin, elle va recevoir un truc qui fait waouh, ah, c'est quoi ce truc-là? Je suis intéressé. Et donc, si vous faites un livre blanc, n'hésitez pas, vous pouvez aller plus loin. Et pour les influenceurs, tiens, j'ai même été un petit peu plus loin. Tu vois, il suffit de pas grand chose. J'ai maintenant ici, tac, une petite figurine que j'achète chez Emma, juste à côté de chez moi, ça vaut 1 euro ou 2 euros. Et en fait, ça permet encore de rajouter un aspect émotion parce que les gens qui reçoivent ça, c'est comme un press kit. Et comme les gens ne sont plus habitués à recevoir des trucs, ils disent ah mais c'est quoi ce truc-là? Ouais, et ils vont le prendre en photo, ils vont le mettre sur Instagram, ils vont le mettre sur LinkedIn, ils vont le mettre sur Twitter, etc., etc. Et le fait en fait de créer de l'émotion, tu vas au-delà du simple produit. Voilà. Et donc, moi, j'invite toujours les gens à se dire, mais comment, dans mon parcours client, je peux créer de l'émotion et à quel moment je peux créer de l'émotion? Et surtout, comment je peux créer de l'émotion qui va soit me permettre d'avoir un effet waouh, soit en fait d'avoir un effet viral, etc. Parce que créer de l'émotion, si ça ne vous sert pas à votre stratégie globale, ça sert à rien. Imaginons que, je sais pas, je mette dans mon envoi quelque chose qui coûte super cher, je sais pas, un DVD, un CD, enfin j'en sais pas. Maintenant il n'y a plus de DVD, mais une clé USB, on va dire. Je pourrais très bien mettre une clé USB, sauf qu'en fait, est-ce que ce que je vais apporter va me permettre de vendre plus ou pas? C'est vrai que là, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Oui, je pourrais très bien faire ça, rajouter une clé USB dans l'enveloppe avec un extrait gratuit d'une formation vidéo en disant hey, si tu voilà le début de la formation gratuite, si tu veux la totale, tu vends. Enfin, il faut que ça soit intégré dans un parcours d'achat. Et c'est pour ça en fait, je sais pas si tu as fait pareil pour ton bouquin, mais moi dans mon bouquin en fait, t'as donc le bouquin en lui-même et dedans en fait tu as des rappels sur un club privé où ils peuvent récupérer des vidéos et ce club privé là en fait, il faut qu'ils donnent leurs coordonnées pour y accéder et grâce à ça après ils rentrent dans des séquences de marketing automation classiques ouais, c'est le cas. Enfin, en tout cas, ça renvoie vers un certain nombre de contenus sur notre site qui les font rentrer dans notre communauté. Et effectivement, je sais pas si tu as vu, nous aujourd'hui, on n'a plus de landing page, on a une communauté dans laquelle se trouvent les livres blancs et les contenus premium, ce qui permet entre autres de se loguer une seule fois pour accéder à tous les livres blancs, de pas remplir toujours la même landing page. Et à terme, mais ça prend du temps, de rajouter des services comme du job board, comme de l'accès à des événements privés, ce genre de choses. Ouais. Ouais, bah d'ailleurs, n'hésitez pas, là je vois qu'il y a quand même quelques personnes qui sont connectées. Posez-nous vos questions, puisqu'en fait là, on est une cinquantaine. Alors, est-ce qu'on tue directement les slides ou est-ce qu'on essaye de les suivre? Non, on va quand même essayer de les suivre parce que je suis convaincu qu'on peut continuer à parler comme ça sans les slides et qu'on arrivera à tenir largement. On a promis 5 hacks, donc moi j'ai essayé d'en faire 5, donc j'essaye quand même de pouvoir répondre à vos attentes. Donc en fait voilà, on avait décidé avec Gabriel de parler en fait vraiment du parcours d'achat. Et donc le parcours d'achat, c'est d'abord la réflexion du parcours d'achat. Ensuite, c'est les contenus qui vont attirer et qui vont pouvoir faire en sorte qu'on va récupérer les coordonnées, exploiter sa base de contact en multicanal, la conversion et le marketing automation parce qu'on est vraiment dans cet aspect entonnoir. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez déjà des questions. J'ai répondu par écrit à Mélina qui nous demandait quelle suite on utilisait pour vendre les contenus. Disait qu'on utilisait des plugins WordPress. Ouais. Alors pour vendre en fait mes formations vidéo, j'utilise Podia en fait qui est une plateforme qui est assez sympa, qui est en anglais malheureusement, mais qui je trouve est assez simple et pas très cher. Pour une vingtaine d'euros, tu peux mettre de la formation vidéo, des e-books, tu peux même vendre du webinaire et tu as un système de chat, d'email tout intégré.
Je vous mettrai ça dans le chat. Ouais. Je trouve que c'est assez facile à utiliser. Et puis enfin, vous regardez, ça permet de faire des landing pages pour ceux qui connaissent pas. Ça permet donc de mettre tes cours. Je vends aussi mes cours sur Udemy, mais Udemy en fait c'est une plateforme de, je dirais, c'est une place de marché qui est un petit peu low cost. C'est-à-dire qu'en fait tu vas pas gagner vraiment de l'argent avec cette boîte-là. C'est plus de la notoriété. Voilà, tiens, voilà, je vous ai mis le lien vers ici Podia et Udemy. Si Udemy, voilà, vous avez juste à taper Udemy si vous le souhaitez. Mais c'est plus du low cost en fait. C'est pas vraiment pour moi un moyen d'aller vendre quelque chose. C'est plus de la notoriété. Ok. En fait, je te propose, c'est qu'on avance sur quelques slides et après, on pourra échanger à chaque fois, parce qu'il est déjà 10h20. Dans le gros hacking, en fait, voilà, on parlait de hack. Donc, les hacks, en fait, c'est essayer de détourner un petit peu le système. Hacking, en fait, c'est pirater. Hein. C'est pour ça, en fait, que, tu vois, j'ai volé à ma fille des petits trucs et j'ai mis des stickers parce qu'en fait, c'est le piratage de la croissance. Et donc, en fait, voilà, on voulait vous donner des petites astuces qu'on a pour nous. Et donc, en fait, le but, c'est d'avoir donc une méthode et des astuces pour croître plus rapidement. Comme tu l'as dit, c'est les startups qui ont inventé ça parce qu'en fait, quand elles se lancent, elles ont quelques mois de trésorerie devant elles. Elles n'ont pas forcément de marché, de clients, etc. Et donc, en fait, elles doivent utiliser des moyens pas forcément conventionnels pour avoir des résultats rapidement en optimisant le temps et les ressources financières. Donc voilà, c'est important. Et dans Growth Hacking, il y a vraiment deux choses. Hein. Il y a la partie growth, qui sont vraiment des process, un petit peu comme toi avec l'acquisition design stratégie, hein, avec Acquisition strategy design. Ah oui, excusez-moi. C'est pas très grave, mais j'insiste pour l'ordre. Ah mais t'as raison. Et donc en fait, voilà, il faut mettre en place un process et identifier où tu agis en priorité. Et c'est vrai que c'est à la fois une force et une faiblesse dans le growth hacking. Dans le growth hacking, en fait, t'es très dans l'action. Et c'est pour ça que ça me plaît beaucoup. Parce qu'en fait, tu vas chercher toujours à optimiser ton tunnel de vente. Et c'est vrai que ce que j'aime bien avec toi, avec ta méthode, c'est que tu prends du recul et t'es plutôt en fait dans la réflexion. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant et complémentaire. Growth hacking étant très dans j'optimise, je vais dans l'efficacité maximale. Et toi, ta méthode au départ, elle est vraiment bien pour un petit peu cadrer les choses, prendre du recul, prendre de la hauteur. Voilà. Donc, mais l'objectif reste vraiment de faire des plans d'action et donc de passer à l'action juste après, mais avec une vision un peu de la big picture et pas se lancer directement sur un truc si on n'a pas la vision d'ensemble. Très souvent, justement, en atelier, ce qui est intéressant, c'est que on se rend compte que le client, il voulait aller dans l'action sur un sujet, et en particulier sur des sujets grosses qui sont faciles à traiter parce que très vite, on va dans les chiffres, on peut optimiser, on peut AB tester, on a l'impression de faire des trucs, alors qu'il y a des énormes trous dans la raquette juste à côté. Et donc, on peut avoir des super mails, mais derrière, un tunnel de vente qui marche pas. Alors là, je caricature un peu, mais on peut être très bon par endroit et chercher à optimiser encore plus ce truc sur lequel on est très bon. Et en revanche, être très mauvais dans 2 étapes après du parcours d'achat. Et donc, tout ce qu'on fait très bien à un endroit va servir à rien parce que en fin de parcours, il n'y a pas de vente. Parce que c'est la 2e étape qui est pas bonne et que la première, ça sert à rien de l'optimiser encore plus tant qu'on n'a pas réglé le problème d'après. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire. Cette prise de recul permet de décider où mettre l'accent. Et souvent, nos clients, mais les marketeurs n'ont pas cette vision d'ensemble parce qu'ils ont une vue un peu fermée par leur technicité, par leur savoir-faire. Et ça permet pas de voir que quelques cases plus loin, il y a un énorme trou dans la raquette. Et c'est ce qu'apporte l'acquisition strategy design. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi parce que souvent, par exemple, dans le B2B, les gens négligent Google Ads ou alors ils sont surtout dans le contenu, ils sont dans les salons, dans les événements. Alors que Google Ads, en fait, si tu le mets en place, ça rapporte tout de suite tes prospects, pouvoir faire un peu de retargeting aussi. Même en B2B, du retargeting, c'est intéressant. Ou alors
aller retargeter, par exemple sur Facebook aussi, tes abonnés non ouvreurs, etc. Parce que parfois, même, je pense que tout le monde est dans ce cas-là. Quand tu fais un salon, une invitation, un webinaire, t'as que 10% ou 20% de ta news qui est ouverte et t'as 80% qui lisent jamais rien. Et si tu veux aller chercher ces gens-là, eh ben il faut les utiliser, enfin, faut aller les chercher sur d'autres vecteurs et d'autres canaux en fait. Voilà, il n'y a pas de choix. Donc ça, c'était un petit peu la partie simple. Donc growth hacking, voilà, je vais pas aller très très loin parce que je crois que dans notre petit sondage, on avait quand même je crois que c'était que 20% qui ne connaissaient pas ce que c'est le growth hacking. Donc en fait, le growth hacking, grosso modo, comme j'ai, c'est très tourner vers l'action. Donc, on identifie une opportunité. Donc, ça peut être un carrefour d'audience, ça peut être une conversion d'un site web. Bref, le principe, c'est d'identifier où, en fait, cela pêche dans le parcours d'achat et où agir. Et donc, au début, on va plutôt agir de manière manuelle, tester le truc. Généralement, si on veut automatiser un certain nombre de choses, il faut déjà voir manuellement ce que ça donne, si les gens réagissent ou pas. Ensuite, après, tu automatises et tu sous-traites quand ça marche vraiment bien. Et tu fais des tests, tu mesures et tout ça. Voilà. Donc, c'est ça qui est un petit peu une des règles de base. Voilà. Alors, je te laisse peut-être parler du parcours d'achat parce que ça, c'est vraiment ton cheval de bataille. Donc, pour toi, en fait, c'est cette partie visualisation globale et plan d'action en fait spécialisé. Je vais peut-être en parler de ton côté. Ouais, tout à fait. Le cœur de la méthode Acquisition Strategy Design, et je vais passer une petite vidéo pour en parler, le cœur de la méthode consiste à bien comprendre, découper son parcours d'achat, non pas de façon théorique, comme dans l'inbound marketing ou le gros hacking, où on a des étapes un peu systématiques qui sont tout le temps les mêmes, le ARR en gros hacking ou le sensibilisation, investigation, validation en inbound marketing, mais aller vraiment comprendre comment un client dans notre métier, dans notre secteur achète. Il y a quelqu'un qui parlait de la formation. Dans la formation, il y a des choses très particulières, comme les concours, les examens, qui créent des étapes dans un parcours d'achat qui sont pas du tout les mêmes que quand on achète un logiciel ou que quand on achète une autre activité B2B et B2C. Donc, chaque métier et même chaque entreprise a un parcours d'achat parce que certaines vont aller plus sur le digital, d'autres vont travailler plus du offline. Donc, bien disséquer le parcours d'achat, bien le comprendre parce que c'est en le comprenant qu'on peut agir dessus. Et là-dessus, je fais une différence forte entre la notion de persona qui pour moi est une photo du client ou du client potentiel, du prospect potentiel. Et quand on dissèque son parcours d'achat, on arrive à une vidéo et donc on peut intervenir dans chacune des étapes plutôt que d'intervenir sur une photo figée. Et c'est ça que propose la méthode et je vous propose de vous présenter en 1 minute 30 cette méthode. Il faut éteindre le micro le temps de la vidéo. Fred. Parce qu'il n'existait pas de méthode simple et structurée pour construire son plan marketing, et encore moins pour coordonner l'ensemble de sa stratégie d'acquisition en incluant aussi les ventes et la communication, nous avons inventé l'acquisition stratégie design. Une approche systémique centrée sur l'évolution du client tout au long de son parcours d'achat qui permet d'améliorer le ciblage et la compréhension client, d'organiser et d'aligner ses équipes marketing, communication et vente, de définir et de prioriser ses actions et ses investissements d'acquisition client. La méthode acquisition stratégie design plan marketing nouvelle génération se déroule en 4 étapes. 1. Avec le canevas d'acquisition, vous vous posez les bonnes questions pour vous mettre à la place de votre client. 2. À partir des réponses aux questions formalisées de façon détaillée, les étapes de maturité du client, avec les actions qu'il réalise pour franchir ces étapes et les émotions qu'il ressent tout au long du parcours. 3. Une fois ce travail réalisé, identifiez les bons canaux pour toucher le client en fonction de chacune de ces actions. Listez toutes les actions d'acquisition que vous pouvez mettre en place, avec les bons indicateurs intermédiaires, les équipes responsables de l'action et les outils et supports nécessaires. Enfin, priorisez vos actions et construisez votre plan d'acquisition complet. Retrouvez la méthode pour construire son plan d'acquisition et toute la cartographie de l'acquisition détaillée dans le livre Acquisition Stratégie Design Plan Marketing Nouvelle Génération. Le guide ultime pour construire pas à pas son plan d'acquisition de clients et aligner communication, marketing et vente. Par 1 minute 30, Publishing. Et voilà.
voilà, bah, j'espère que vous avez tout compris sur cette méthode. Et c'est vrai que moi, je trouve, pour l'appliquer, enfin, j'étais encore en atelier hier, je le disais, à Nice, en présentiel, on avait 12 personnes, ça faisait longtemps. Bah, ça permet de faire ce travail-là, de permettre aux équipes de vraiment bien comprendre, d'avoir une vision complète et donc d'avoir derrière aussi une méthode qui leur permet de devenir force de proposition et pas que ce soit que des experts qui deviennent force de proposition. Ça redonne du pouvoir, moi je trouve, à l'ensemble des équipes. Ce que je trouve hyper intéressant aussi en atelier, c'est que c'est pas que le directeur marketing qui est en capacité de prendre des décisions et faire des propositions. Le fait de bien découper le parcours d'achat, de bien voir les actions du client, ben chacun peut avoir son idée en disant tiens, ben on pourrait lui faire un courrier comme ci, comme tu l'as fait tout à l'heure avec tes enveloppes dorées. À cette étape, ça devient beaucoup plus naturel. Quand on n'a pas cette vision un peu découpée, décorrélée de toutes les étapes de ce parcours, on n'arrive pas à avoir ce type de proposition facilement. Parce qu'intuitivement, tous, on découpe ce parcours d'achat. Et c'est ce que fait aussi le bouquin dont je parlais tout à l'heure, avec cette vision en découpage de la chaîne de la valeur, qui permet de savoir où s'insérer et d'aller capter de la valeur. Je te laisse remettre en place les slides. Je sais pas quelle version tu utilisais des slides. Ouais. Alors en fait, on était sur le parcours d'achat. Est-ce que tu veux rajouter quelques petits trucs sur un petit hack ou une petite astuce justement sur le parcours d'achat? C'est vraiment spécifique à chaque client et pour ça, moi le petit truc, c'est vous pouvez télécharger sur le site ce document-là, enfin l'équivalent de ce document-là où vous aurez le canevas d'acquisition. Posez-vous ces questions-là, il y en a une dizaine. Appliquez-vous l'exercice et vous verrez, vous apprendrez plein de choses sur vos clients juste en vous posant ces questions et en essayant de formaliser cette vision du parcours. C'est facile, c'est pratique. Si vous voulez aller plus loin, on peut le faire ensemble, mais vous avez tous les outils en ligne avec le canevas d'acquisition gratuit à télécharger pour tester la méthode. Vous pouvez acheter le bouquin et vous trouverez toutes les actions pour le faire. Ok. Alors, passons maintenant au contenu. Alors, donc moi, j'ai essayé de faire une petite présentation simple sur comment je travaille et comment je fais. C'est rigolo, j'ai l'impression d'être l'invité de ce webinaire. Les rôles sont inversés, Fred. Oh, bah, je sais pas, tu m'as demandé de préparer un peu. Non, c'est super, moi j'adore. Je sais bien que la porte est ouverte chez 1 minute 30 depuis des années, donc n'hésite pas. Donc en fait voilà, pour SM, ça c'est un outil que je vais utiliser vraiment tous les jours et je vous invite à l'utiliser. Même en fait c'est un outil qui est freemium et moi je le trouve vraiment super pratique. Même en version gratuite, utilisez-le, vous verrez, c'est super pratique. Donc en fait souvent le problème c'est que quand on va commencer à faire par exemple du référencement naturel, ça sert aussi pour analyser les annonces Google AdWords. Vous avez un outil d'analyse des annonces des concurrents qui est dedans. C'est savoir un petit peu sur quels mots-clés en fait on va pouvoir agir ou pas. Et est-ce qu'il y a des opportunités? Je vous donne un exemple super simple. Pas plus tard en fait que hier, donc j'annonçais en fait un webinaire qu'on va faire la semaine prochaine sur la mise en place d'une solution de centre de contact. Donc en fait, voilà, j'étais en train de me dire, voilà, je vais taper rendez-vous la semaine prochaine pour la mise en place, un webinaire qu'on va animer sur la mise en place d'une solution de centre de contact. Et avant de me faire l'article, qu'est-ce que je fais? Je dis, attends, Fred, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite opportunité de mots-clés? Donc, en fait, j'utilise SEMrush et je dis, voilà, solution centre de contact. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que il y avait des mots-clés où j'étais pas encore présent, des mots-clés avec du volume, avec en plus il y a le montant en fait qui est payé en annonce AdWords, donc ça vous donne une idée de la concurrence, du prix, etc. Et je crois que c'était logiciel centre de contact, c'était genre 10 €, 15 € le clic. Et par contre il y avait logiciel call center. Ça, par contre, c'était à 6 € le clic et il y avait un volume qui était proche. Donc, je dis, Fred, tu as déjà fait un truc solution centre de contact, tu as déjà plusieurs articles là-dessus. Attends, on va mettre plutôt dans l'article webinaire solution de centre de contact et découvrir comment mettre en place un logiciel de call center. Voilà. Et donc, en fait, ça me permet après d'aller optimiser l'intérieur de l'article pour me dire, tiens, finalement, je vais certes parler du titre du webinaire, mais j'ai rajouté aussi ce petit mot-clé-là. Donc c'est super intéressant avant d'aller nommer le titre de votre article, de savoir quel mot-clé qui est intéressant à se positionner. Deuxième point, cet outil-là, il est super intéressant quand vous faites une analyse initiale. En fait, vous vous dites, tiens, qu'est-ce que je vais écrire comme contenu?
voilà, je sais pas sur quel contenu me positionner. Ben vous, en fait, vous faites une analyse des sites des concurrents. Bah, tout à l'heure, en fait, c'est ce que je disais, Gabriel, waouh, votre site à vous là, il cartonne vraiment bien, c'est vraiment très sympa. Donc je suis allé ici, je vais vous mettre l'URL. Je suis allé regarder sur SEMrush, je me disais mais bon tiens, qu'est-ce qui se passe en fait chez 1 minute 30, quel est le trafic, quels sont les mots-clés. Et là en fait, si vous allez sur l'URL, vous allez voir en fait que quelles sont les pages les plus vues, quels sont tes concurrents principaux qui sont là sur le secteur. Tu vois, et on voit qu'il y a par exemple Définition Marketing, qui est un site, voilà, de définition qui est un petit peu bateau que pour les débutants. D'ailleurs, je pense que ça serait intéressant que tu parles de cet aspect définition, parce que dans ta méthode de cycle d'achat, en fait, la partie définition, c'est parfois une mauvaise intuition. Et en tout cas, moi, dans le domaine du centre de contact, faire des articles, je l'ai fait sur les définitions, et ben en fait, c'est pas forcément l'idéal. Et je vous donnerai un exemple après au contraire ce qu'il faut faire. Donc, ce petit outil-là permet de voir, voilà, ce que font vos concurrents, s'il y a des opportunités. Ça m'est arrivé plusieurs fois de voir, tiens, chez un concurrent, waouh, il y a tel mot-clé, tel mot-clé, tel mot-clé, ils sont numéro 1 et ils ont vachement de trafic. Et je dis, oh la vache, Fred, il faut absolument qu'on aille les contrer, qu'on aille les tacler et qu'on arrête en fait ce gisement de prospects qu'il y a chez eux, qu'on essaye de couper un petit peu la vanne ou qu'on essaye de détourner un petit peu le trafic. Et comme ça, en fait, tu peux repérer des super opportunités. Donc pourquoi tu dis que c'est une mauvaise intuition ? Alors tout simplement parce que dans mon domaine, je parle bien de mon domaine du centre de contact et dans le cas de satisfaction, si tu fais des définitions, par exemple, qu'est-ce qu'une solution de centre de contact, qu'est-ce qu'une DMT, qu'est-ce durée moyenne de traitement, qu'est-ce qu'une QoS, tous ces indicateurs qui sont très métiers, tu t'adresses à des gens qui n'ont pas en fait une maturité importante sur la solution de centre de contact. C'est des gens qui sont vraiment au début du début. Généralement, c'est des gens qui sont qui n'ont pas de centre de contact et qui ont peut-être 3-4 personnes dans leur centre d'appel. Or, chez nous, c'est minimum 10 personnes pour avoir une solution de centre de contact. Donc, en fait, c'est des gens qui ont peu de chances de passer à 10, qui sont dans un état d'esprit qui est vraiment très, très loin d'actes d'achat et qui seront finalement jamais nos clients. Et c'est pour ça, non, mais effectivement, si ça devient des leads, ça peut être chronophage et donc un peu contre-productif. En revanche, dans mon domaine, où je suis aussi intéressé de créer de la notoriété, de devenir une référence, ça m'apporte un trafic, pas de clients. Les définitions, je suis d'accord avec toi, c'est plutôt un trafic d'étudiants. Mais ces étudiants m'intéressent aussi parce qu'ils sont souvent prescripteurs. Quand ils font des stages, il m'arrive d'avoir gagné des beaux contrats grâce aux étudiants, dont des grands groupes, parce que les stagiaires, c'est eux qui cherchent des agences sur des sujets et c'est eux qui vont recommander des agences au début, hein, mais ouais. De fait, ils m'ont apporté des contrats. Et puis aujourd'hui, cette audience, ça peut être une audience cliente des livres, des méthodes. Et dans 4-5 ans, quand ces étudiants-là seront en poste, ils seront aussi prescripteurs d'agences et clients d'agences. Donc c'est du plus long terme, mais moi j'y vois ce bénéfice-là en termes de clients. Et un autre bénéfice aussi qui est important, c'est à travers l'autorité acquise par les définitions du site, ça me permet d'être plus efficace sur des mots-clés plus stratégiques comme agence marketing, comme agence inbound marketing. Et sur ces mots-clés, grâce à l'autorité de tout le reste, grâce à des cocons sémantiques et du maillage interne qu'on met en place, depuis ces définitions, ou depuis, encore pire chez nous, c'est le site des logos. Les logos qui apportent énormément de trafic, qui trafiquent. Alors là, encore moins intéressant parce que c'est ton premier, on a du tout venant, on a des enfants de maternelle qui nous demandent pourquoi le logo de tel club de foot a été fait comme ça, etc. Donc c'est vraiment très très loin de nos bases. Il vient aussi construire de l'autorité et du maillage interne, donc c'est pas inintéressant sur cet aspect-là. Ouais. Alors nous, on est plutôt dans Eloquence, ça s'adresse vraiment aux grandes entreprises. Alors je dis pas forcément aux grands comptes tous, mais c'est plutôt aux grandes boîtes. Et c'est vrai que la maturité d'achat là, on est vraiment sur
peut-être les étudiants, ça peut être un peu intéressant, mais même limite parce qu'un étudiant va pas être responsable de centre de contact avant un petit moment. Donc moi je préfère m'intéresser plutôt à la fin du cycle d'achat. Et par exemple en fait j'ai mis en ligne plusieurs cahiers des charges, cahiers des charges de modèle pour un projet de centre de contact, pour une solution de CRM. Et là tu arrives vraiment sur la fin du cycle d'achat. Non, mais je te rejoins complètement. Et dans la méthode Acquisition Strategy Design, on construit l'ensemble du parcours d'achat. Et l'un des inputs majeurs de la méthodo, c'est de se dire, pour construire votre plan d'action, partez de la fin. Ouais. Ça sert à rien, ce qu'on disait tout à l'heure, d'être très bon au début et pas bon à la fin. Il faut être bon à la fin et remonter petit à petit jusqu'au début pour avoir un truc qui soit bon tout le long. Et moi, j'aime bien dire aussi qu'il faut d'abord construire une route à une seule voie plutôt que d'avoir une route à 5 voies d'un côté et un chemin de terre de l'autre. Il faut qu'il y ait une forme de cohérence sur l'ensemble du parcours. Mais bien sûr, il faut la construire depuis le point d'arrivée jusqu'au point de départ et rajouter des voies après au fur et à mesure, quoi. Donc pour moi, un hack simple à faire, c'est se dire comment en fait font les gens pour décider à la fin et essayer de en priorité, vraiment en priorité, si on n'a pas beaucoup de temps, si on n'a pas beaucoup de moyens, c'est-à-dire comment je peux arriver directement à la fin juste avant le moment d'achat. Ça peut être un comparatif de produits, ça peut être un modèle de cahier des charges, ça peut être des tests, ça peut être des avis, enfin bref. Comment en fait les gens qui sont à la fin du cycle d'achat vont prendre leurs décisions. Et donc là, l'objectif c'est d'être sur la fin et d'arriver au cas où à les attraper avant qu'ils se lancent. Voilà. Donc ça c'était un petit axe, c'est commencer par la fin et ça va vous permettre en fait d'y aller directement. Et l'autre petit axe, comme je le disais, analyser les sites des concurrents. Vous allez voir, vous allez repérer des mots clés comme ça de personnes qui de concurrents qui sont présents sur des mots-clés intéressants auxquels vous n'aurez pas pensé, des synonymes, des différentes manières d'utiliser ça, et positionnez-vous là-dessus. Et si donc justement ils sont en fin de cycle d'achat, c'est encore plus intéressant. Donc ça c'était première astuce. Deuxième astuce, un autre outil que j'utilise tous les jours, c'est un outil gratuit aussi qui s'appelle What's My Search. En fait, c'est simple, ça vous ajoute en fait ici dans les résultats de Google, sur la partie droite, une petite liste en fait de mots-clés. Alors c'est un petit peu comme SEMrush, mais c'est moins puissant, c'est moins complet, mais c'est rapide en fait. Quand vous voulez vous dire tiens, je me demande quel est le mot-clé le plus intéressant entre gross hacking, gross marketing, etc. Il vous donne une idée des volumes. Alors c'est moins précis que SEMrush, mais c'est quand même intéressant. Et comme ça, en 2 secondes, on peut récupérer comme ça ces mots-clés. J'utilise également ça pour mes vidéos YouTube. C'est-à-dire que quand je fais une vidéo YouTube et que je me dis tiens, sur quel mot-clé je vais être positionné, hop, je récupère ces mots-clés-là, je peux downloader directement ces fichiers-là. Il y a un petit fichier. Dans le même genre, on a présenté avec Samuel Schmitt il y a quelques semaines son outil Sroo. Je sais pas si tu le connais. Ça me dit quelque chose, ouais. Il est assez pareil dans les profils qui arrivent à avoir 2 vies, une vie de salarié et une vie où il crée des trucs assez réussis. Samuel, il est pas mal, quoi. Donc ça, c'est un outil que je vous recommande d'utiliser aussi. C'est un petit plugin Chrome gratos. Et en plus, vous avez aussi un petit suivi de mots-clés. Vous pouvez voir quels sont les mots-clés sur lesquels vous avez baissé, augmenté, etc. Donc super sympa et facile à utiliser. Le troisième truc que je vous invite à utiliser, c'est un petit plugin WordPress. Alors celui-là, il est beaucoup plus technique. C'est un plugin qui s'appelle RankMath SEO. C'est celui qu'on utilise aussi. Ouais, il est plus compliqué à mettre en place que par exemple un autre plugin qui s'appelle Yoast SEO. Sincèrement, il faut que vous connaissiez un petit peu. Si vous êtes vraiment débutant, je vous conseille pas d'utiliser parce que vous allez autrement galérer un petit peu et un mauvais réglage peut entraîner vraiment des gros problèmes de référencement, mais il est vraiment beaucoup plus puissant des autres pour plusieurs raisons. La première, en fait, c'est une fonction qui s'appelle Instant Indexing, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur vos articles de blog dans WordPress et dire tiens, celui-là j'ai actualisé, bim, je les sélectionne et ça permet de dire à Google tiens, il y a quelque chose de nouveau et qui repasse en fait sur les articles. C'est super intéressant si par exemple vous avez actualisé une dizaine d'articles en changeant des dates, en mettant des images, en changeant des photos, et bien comme ça en fait vous êtes sûr de pouvoir les indexer directement. Alors si vous n'avez pas la possibilité de faire ça, partagez-les sur Twitter, ça donne tout de suite une petite visibilité si vous savez des modifs. Donc voilà, cet outil-là, en fait, il est bien pour l'instant indexing, mais il est bien aussi pour ce petit outil qui permet d'avoir une note de 1 à 100 sur l'optimisation de votre article de blog sur une expression clé.
Et là, par exemple, ici, je l'ai optimisé sur cahier des charges, centre de contact, et on peut aller jusqu'à 5 mots-clés sur lesquels on va positionner en fait l'article. Et il vous dit, bah voilà, le mot clé principal n'apparaît pas dans le titre, le mot-clé principal n'apparaît pas dans la description, le mot-clé principal est introuvable dans l'URL. Enfin bref, voilà, il vous donne un petit guide et c'est vachement pratique pour ne rien oublier. Et comme ça, on vous dire, voilà, ça c'est vraiment un article important. Est-ce que j'ai bien fait les choses? Petite astuce aussi que je vous invite à utiliser, c'est d'utiliser en fait un sommaire automatique. Ça c'est vraiment super intéressant dans WordPress. Moi je l'utilise depuis déjà un petit moment et c'est vrai que ça permet d'avoir une meilleure lisibilité de la structure de l'article, que les gens ils sautent au bon endroit, qu'ils voient un peu le truc, en particulier sur des articles longs, et c'est vraiment pratique pour aussi avoir une vision globale et vérifier, tiens, j'ai rien oublié, etc. Donc ça, je vous invite à utiliser, c'est WP. Alors, il faudrait que je retrouve le plugin que j'utilise moi, parce que j'en ai utilisé plusieurs, et là j'en ai réutilisé un dernier qui est assez sympa. Donc c'est vraiment super facile à utiliser, ça se lance tout seul. Dès que vous avez un titre 2, titre 1, etc., titre 3, ça va vous faire un sommaire, et au niveau référencement, en fait, ça aide un peu. Alors, je vous dis pas que ça va faire le jour et la nuit, mais en fait, c'est reconnu, et même Yoast SEO, Yoast, Rank Math SEO, si vous regardez en fait dans les critères d'optimisation d'un article, le fait d'avoir une table des matières, et ben en fait ça vous aide. Alors, j'essaie de vous retrouver le fameux table. Là, je suis allé sur l'admin de mon blog. Voilà. Donc le truc ici que j'utilise s'appelle Easy Table of Content. Voilà, je vais vous le mettre ici dans le chat. Vous pouvez voir ce petit truc-là. Donc, c'est un petit plugin qui s'installe en 5 minutes, qui se paramètre en 5 minutes, et ça donne de la structure et ça améliore, bon, c'est pas le jour et la nuit comme je disais, mais ça améliore en fait quand même grandement votre référencement. Voilà, ça c'est une petit tips. Donc, utilisez cet outil-là qui est vraiment très sympa. Un petit hack aussi, ça je vous invite vraiment à le faire. C'est facile à utiliser. C'est Lumen5. Ça permet en fait de créer une vidéo à partir d'un article de blog, aller en 5 minutes chrono. Et en fait, ça part du principe que faire une vidéo c'est long, faire un screencast, etc. c'est long, et que sur des plateformes comme YouTube, comme LinkedIn, comme Facebook, etc. Mettre un contenu vidéo, bah ça en natif, hein, ça permet tout de suite d'avoir un peu plus de viralité et de redonner une seconde vie à un article. Moi, je le fais déjà parce que quand je fais un article de qualité, souvent j'en fais un screencast et je le mets sur mon podcast, je le mets sur YouTube, etc. Mais là, en fait, c'est un usage qui est différent, c'est-à-dire que vous allez juste mettre l'URL de l'article, il va en fait repomper les titres et il va vous proposer un modèle de vidéo que vous avez juste en fait à agrémenter. Vous glissez, déposez les images que vous avez mis dans l'article, vous changez les textes et tout de suite en fait ça vous fait une petite vidéo que vous pouvez mettre sur YouTube. Et le deuxième truc qui est intéressant, c'est que comme ça ne nécessite pas de capacité de montage important, bah vous pouvez le faire à une personne, un stagiaire, un assistant, etc., etc. Et c'est pas cher, c'est 11 €. Et je me rends compte que bah, ces petites vidéos finalement arrivent à faire leur petit bonhomme de chemin sur YouTube. Et après, à la fin, bien sûr, vous rajoutez un petit call to action, disant voilà, si vous voulez en plus, voilà, vous allez pouvoir faire ça. Voilà. Tiens, tu parlais un poil de LinkedIn. Moi, je voulais te poser une question qui me travaille un peu quand je vois le succès sur LinkedIn de Grégoire que j'ai invité ici, avec qui tu as écrit ton bouquin de Gambato, de Germinal, mais maintenant aussi de l'ensemble de son équipe. C'est pas que lui qui a des super résultats sur LinkedIn. J'ai vu un post d'Olga qui fait partie de son équipe hier qui cartonne et tout. Andrea Ben Saïd aussi d'Eskimos qui fait des posts qui cartonnent et tout, et moi je me dis tiens, nous deux vieux de la vieille sur le sujet, nous on a plus de mal à faire des trucs qui dépassent les 500. Comment t'expliques cela? Est-ce que en fait, c'est très simple. Est-ce que c'est des vrais likes? Est-ce que c'est des vrais commentaires? Alors après, il y a des vrais likes, il y a des faux likes. Comment des vieux de la vieille comme nous n'arrivons pas à avoir de tels résultats sur LinkedIn? Moi j'ai une petite frustration, je dois le dire.
Alors en fait, c'est assez simple. Et ça vient en fait du fait que justement, on n'est pas de la même génération. Quand moi, en fait, pendant très longtemps sur LinkedIn, qu'est-ce que je faisais? Eh ben en fait, j'essayais tout simplement de dire, voilà, j'ai fait un super article, j'ai mis 10 conseils pour faire ceci, cela, j'ai fait la sélection des meilleurs logiciels pour faire ceci, cela. En fait, c'est un biais qu'on a de dire, j'essaye d'éduquer. J'essaye de pousser de l'information à valeur ajoutée, j'essaye de faire de la promotion. Et en fait, ça, c'est un biais qui vient que tu essayes en fait de donner une image d'expert. Et c'est vrai que moi aussi, c'est ce que je fais. Et c'est ma philosophie que quand j'ai construit une communauté avec des outils de growth hacking dont je parlerai tout à l'heure, j'ai donc créé une communauté. Ensuite, je vais donner de la confiance et je veux montrer que je suis un expert. Et après, c'est vrai que grâce à ça, je vois bien que les gens qui sont dans le domaine d'activité disent ouais, c'est une référence, c'est top. Je me fais interviewer dans des podcasts, je fais partie de la communauté, je suis quelqu'un de reconnu, etc., etc. Donc cet aspect, je veux aller vers l'expertise et je veux avoir de la visibilité, permet en fait, c'est ça que moi je voulais. Des gens comme Grégoire ou des gens comme tu parlais d'Olga, j'ai pas regardé son dernier post, ont une philosophie qui est différente. C'est une autre génération. C'est une génération qui se dit non, mais les réseaux sociaux, et ils ont tout à fait raison, c'est pas ça. Les gens sont pas là pour avoir du contenu à valeur ajoutée. Ils sont là pour, entre guillemets, se distraire, comme Facebook, comme LinkedIn. Et donc, en fait, le but, c'est d'aller attirer l'attention, c'est d'aller apparaître dans le flux et d'entraîner la réaction. Et en fait, c'est ce que veut LinkedIn. LinkedIn, Twitter, Facebook, etc. Ce qu'ils veulent, ils veulent pas en fait que tu pousses du contenu à valeur ajoutée qui ramène vers un blog. Ce qu'ils veulent, eux, c'est qu'il y ait de l'interaction dans la plateforme. Donc, en fait, j'ai animé, tiens, je vais vous partager là. Alors, je vais essayer de vous le mettre comme endroit uniquement de lecture parce que c'est le PowerPoint qu'on a justement co-animé. Alors, je vais pas ajouter des commentaires. Je vais juste vous faire lecture, commentateur, lecteur. Voilà. Tac. Donc, je vous le mets ici dans le chat. C'est une présentation qu'on a fait avec Grégoire et Denis Cohen et Mickaël Monjour, où justement, en fait, je vous montrerai aussi peut-être la petite vidéo qu'on a fait lors du Social Selling Forum, où justement, il y a Grégoire, il y a moi et il y a donc Mickaël Monjour et Denis Cohen. On a donné nos petites astuces. Et en fait, c'est vrai que Grégoire le disait clairement, les posts sont là pour faire de l'interaction. Et grosso modo, il a listé les 6 types de posts qui génèrent en fait de l'interaction. Et en fait, il est vraiment là-dessus. Tu verras que les articles sont... et justement, moi, j'ai switché un petit peu de ma posture qui est d'expert. Je pousse de l'information, où c'est les 10 logiciels pour faire cela, et tu passes à une autre méthode où tu passes dans le mode interaction. Et c'est vraiment un changement de mentalité qui est pas facile pour quelqu'un qui a blogué. Pour quelqu'un qui n'a pas blogué, quelqu'un qui n'est pas dans le domaine expert, c'est un switch de mentalité qui est compliqué à faire. Parce que tu vas pas faire ça, tu vas pas dire j'ai des 10 logiciels machin. Tu vas dire j'ai un problème, quels sont pour vous les meilleurs logiciels pour faire ceci, cela? Par exemple, pour de marketing automation. Tu vas dire, tu vas raconter une histoire, dire hier on était bloqué, j'en ai marre, mes mails n'arrivent plus, comment je peux faire? Quels sont les meilleurs logiciels de marketing automation pour vous? Moi, j'ai essayé de tester ça. Je vous mets ma réflexion après dans les commentaires. Tu as un changement de mentalité, un changement de posture qui est totalement différent. Et si tu regardes, en fait, je vous mettrai la vidéo du Social Selling Forum avec Loïc Simon, là où on est intervenus tous les trois. Et c'est vrai que Grégoire l'a pas dit comme ça, mais moi, c'était mon analyse que j'avais faite déjà depuis un petit moment. C'est qu'en fait, tu dois changer ta mentalité, tu dois interpeller les gens. Un exemple. Tu vois, là, je vais faire très prochainement, j'avais fait un top des livres sur l'expérience client pour justement aller me positionner en tant qu'expert dans ce domaine-là et dire, bah tiens, voilà, j'ai fait les 10 meilleurs bouquins, blablabla. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par dire, mais quels sont pour vous les meilleurs logiciels les meilleurs livres en fait sur l'expérience client et la relation client. Et à ce moment-là, en fait, tu interpelles des gens, tu interpelles des auteurs, tu dis voilà, qu'est-ce que vous pensez? Je pensais à tel bouquin. Et ensuite, après, tu dis bah tiens aussi, je vais vous mettre dans le premier commentaire l'article que je vais mettre. Ou alors tu prépares. Là, par exemple, tu vois, je vais faire un top livre sur la vente.
Et en fait, le top livre sur la vente, je l'ai déjà écrit. Mais sauf qu'en fait, je vais pas dire tiens, j'ai fait le top list sur la vente en mentionnant les auteurs. Je vais dire quel est pour vous le meilleur livre sur la vente, j'aimerais le faire, etc. Alors j'ai déjà l'article, je vais faire le post LinkedIn dans pas longtemps, et je vais mentionner des gens. Je vais dire tiens, j'ai pensé à tel bouquin, qu'est-ce que vous en pensez? Et ensuite après, je vais pouvoir en fait renvoyer aux personnes qui ont liké ou les rementionner. Tiens, dans un prochain post, tiens, regardez, j'ai réalisé l'article suite à vos retours, etc. Donc il y a vraiment un changement de mentalité. Dans les demandes dans les astuces aussi, c'est d'aller chercher l'inspiration ailleurs. Par exemple, Grégoire disait bien moi, en fait, je regarde un petit peu ce qui se passe aux States, qui génère pas mal de visibilité. Et donc, c'est vrai que tu as une petite astuce. Tu tapes en fait dans le hashtag LinkedIn ton mot-clé. Par exemple, tu tapes growth hacking, inspiration, motivation, n'importe quoi. Tu regardes ce qui se passe aux États-Unis et tu refais un peu la même chose. Ça, c'était la grosse mode moi, ce que j'appelle la méthode du post à 10 000 vues. C'est-à-dire que tu vas regarder qu'est-ce qui a super bien marché à l'étranger et tu vas refaire la même chose. Tu as 2 ou 3 personnes qui sont aussi spécialistes là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont regarder ce qui marche bien, ils vont l'adapter, le changer. Donc généralement, si tu es un peu malin, tu vas prendre le ressort, mais tu vas surtout pas copier-coller. Il y a beaucoup de gens qui faisaient du copier-coller et ça s'était vu. Il y avait le fameux hashtag copy-post comme copy-comics. Et en fait, ces gens-là n'ont pas compris qu'il faut pas copier-coller comme ça. Il faut l'adapter, la méthode. Et Grégoire, des fois, comme il le dit clairement, il adapte les choses et il essaie de faire des choses différentes. Comme il disait, pendant très longtemps, il était sur des contenus qui étaient longs. C'est-à-dire qu'en fait, il faisait un texte de 10, 15, 20 phrases et surtout des sujets qui sont en polémique. Par exemple, tiens, les réunions chez nous, ça dure pas de 5 minutes ou alors les gens qui sont en retard de réunion, hop, ils sont virés. Tu vois, on n'est pas du tout dans le conseil, c'est des trucs qui font réagir dans la réaction. Et donc, en fait, il me disait, voilà, moi, je faisais des trucs longs. Maintenant, comme tout le monde fait des trucs longs, je fais des trucs courts. Vous pourrez regarder que ces derniers posts, ils font 5-10 lignes maxi et c'est des call to action qui sont très émotion, clivants, etc. Donc, il y a vraiment cet aspect-là qui est, je ne veux pas me positionner en expert, mais par contre, je veux en fait faire réagir. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou pas? Ouais, et par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire. Alors, ça dépend de ta stratégie. Pour moi, il faut alterner les deux. Il faut alterner les deux parce que il faut à la fois du contenu un petit peu émotionnel pour pouvoir en fait élargir ta communauté, parce qu'autrement, si tu restes toujours dans ta communauté à toi, qu'est-ce qui va se passer? Et ben en fait, tu vas rester sur tes pauvres petits clients d'expertise, etc., etc. Tiens, voilà, je vais vous mettre dans le chat là la fameuse conférence qu'on a animée avec Grégoire. Mais c'est drôle hein, ce que tu dis. Je crois que mon meilleur post c'était quand je disais que j'allais au boulot en Bermuda. Voilà. Un été où vous êtes très chaud. Et vous, est-ce que vous voulez mettre des Bermudas ou pas? Et je pense que j'ai dû faire 200, un truc comme ça. J'avais jamais fait un tel score. Quoi. Ouais. Mais ça, c'est en même temps très frustrant parce que c'est pas très passionnant en soi. Mais en fait, il faut alterner ça. Le contenu d'expert te permet de dire, voilà, je suis un expert, je suis une référence dans un domaine. Et de temps en temps, c'est comme pour un article de blog, hein, de temps en temps, tu dois sortir de ton centre habituel pour aller élargir ton audience. Après, tu me disais, est-ce qu'il y a des gens qui est-ce que c'est des vrais likes ou faux likes? Alors en fait, ça, moi je fais partie de plusieurs pods qui permettent en fait aux personnes qui font partie de ça, c'est des groupes WhatsApp hein, où en fait tu envoies tes posts LinkedIn ou YouTube aussi. J'utilise également ça pour YouTube parce qu'on sait très bien que le nombre de clics, le nombre de commentaires, le nombre de vues, la durée des vues de visionnage sur YouTube a une importance sur la viralité. Et donc en fait, ça te permettait il y a 1 an et demi, 2 ans d'avoir vraiment un gros boost. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ça permet on va dire, de titiller un peu l'algo, de faire un truc. Ça n'a plus d'efficacité comme auparavant. Auparavant, tu pouvais faire 30 000, 40 000 vues avec ça. Maintenant, avec ça, tu vas juste faire un petit décollage. C'est plus ce qui fait la différence. C'est pour ça que la plupart des pods maintenant, c'est plutôt l'échange de vues et c'est plutôt, voilà, c'est pas très efficace. Mais je voyais que Grégoire envoyait des liens en message privé vers ses posts. Ouais, alors ça c'est un truc qui marche très bien aussi. C'est-à-dire qu'en fait tu peux choisir aux gens qui ont déjà liké un commentaire un message. Tu as liké une publication, un message. Et ça marche extrêmement bien. Moi j'ai plusieurs personnes comme ça qui cette technique. C'est-à-dire qu'en fait tu choisis les personnes avec qui tu es en contact et tu leur dis tiens voilà je viens de sortir un nouveau truc, ça va t'intéresser ou tiens est-ce que tu peux liker? Et généralement quand tu vois un message sur une publication en direct message sur LinkedIn, ça marche extraordinairement bien parce que
mais il faut pas en abuser, pour pas que ça soit de la promo. Il faut que ça soit quand même un peu de valeur, autrement t'en as un peu marre que les mecs qui disent viens liker ma publication. Et dernier point, tu parles aussi des likes et des faux likes. Tu as des outils comme par exemple l'Empod que j'ai utilisé pendant un certain temps, qui sont en fait des groupes en fait où tu payes 10 € par mois pour que les gens likent, et t'as pas, ou Padawa, des choses comme ça. Et là aussi, ça marche pas trop, c'est pas très efficace. Ça permet juste de dire à LinkedIn, tiens, il y a un petit truc, mais c'est plus ce qui marche. Le vrai like, la vraie interaction marche vraiment. Et comme je disais, faut passer dans ce mode émotion. Voilà. Alors, je crois qu'on a dépassé un peu le timing et on a fait commence à être short, mais on a fait juste 10 slides sur tout ce que j'avais préparé. Donc, on a un petit peu. Bon, alors, je vais essayer de passer peut-être vite fait sur les slides. Donc, puis on les enverra, si t'es d'accord. Oh, bien entendu, c'est fait pour. Donc en fait, voilà, pour attirer des prospects ciblés, il faut quand même faire des gros contenus. Moi, je me suis battu pendant longtemps pour dire qu'il faut faire des longs contenus. Et c'est vrai que certains de mes collègues me disaient mais non, les gros contenus, les gens lisent plus, etc. Les gens lisent plus, certes, mais faire un gros contenu, ça donne de l'image, ça permet d'avoir un contenu qui va être mieux référencé dans Google. Donc voilà. Mais attention, faire un gros contenu ne va pas faire que tu vas être forcément numéro 1. Il faut obligatoirement trouver les bonnes expressions. Faut obligatoirement avoir un temps de lecture important, faut avoir de la promotion, faut donner du jus à cet article-là, parce que par exemple, tu vois, j'avais fait il y a très longtemps un livre blanc sur comment trouver un job sur LinkedIn, etc. C'est un article qui doit faire, je sais pas, 7000, 10 000 mots, parce que c'est un vieux livre blanc que j'ai juste actualisé. Ça aussi, c'est un truc qui est sympa, c'est que tu vas récupérer des vieux trucs et tu les remets à jour. Je l'ai mis en ligne, cet article, il fait donc 7000, 8000 vues, et pourtant il fait quelques dizaines de vues actuellement, parce que c'est un article long, c'est pas dans ma thématique à moi, je lui donne pas du jus pour lui envoyer des infos. Les gens, je l'ai pas envoyé sur ma newsletter pour montrer que c'est un contenu qui marche. Donc créer du gros contenu, c'est pas forcément un critère de réussite, c'est un des éléments qui permet en fait d'avoir du succès. Mais si on va pas faire de la promo sur Twitter, sur LinkedIn, si les gens ne restent pas longtemps, etc., ça ne sert. Si t'as pas sur les bonnes expressions, bons mots-clés, ça ne sert à rien. Voilà. Ce que j'aime bien faire également, ça aussi c'est un hack que je vous invite à faire, c'est l'easy writing et les interviews influenceurs. Moi dans mon domaine, donc dans la relation client, sur mon blog j'avais quelques articles mais pas grand chose et peu de positionnement là-dessus. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait à peu près une vingtaine d'interviews d'experts, de professionnels, ce qui me permet à la fois de capter un peu de leur notoriété parce qu'ils vont le partager sur LinkedIn, etc. Donc ça donne de la visibilité et en même temps ça me permet de produire du contenu à pas cher. Donc des interviews d'experts, c'est super intéressant. Voilà. Et comme on a parlé tout à l'heure, les contenus en fin de cycle d'achat, c'est important. Un petit hack aussi, si vous avez un site ancien, c'est aller visiter en fait les stats de Google Analytics. Et en fait, le petit truc, c'est simple. Hein, vous allez faire comparatif de maintenant par rapport à l'année dernière, par rapport à l'année d'avant, par rapport à il y a 2 ans, et vous allez repérer plusieurs choses. Vous allez repérer les pages en perte de visite. C'est des pages qui ont généré du trafic à un moment donné, mais qui n'en génèrent plus maintenant. Et le but, en fait, c'est d'aller les réactiver. Donc, en fait, c'est de les réactiver en changeant la date, en rajoutant du contenu, en mettant des images, en changeant, en virant les liens cassés, etc. Donc, des articles qui ont eu du succès et qui n'en ont plus, il faut les rebooster, les repartager, etc. Deuxième chose, de les repérer les pages zombies. Alors qu'est-ce que c'est les pages zombies? C'est des pages où en fait où vous avez créé du contenu intéressant avec pas mal de mots. Donc vous avez un petit plugin qui s'appelle WP Word Count qui vous permet en fait de voir les articles de votre blog avec plein avec des gros mots clés et vous allez regarder dans Google Analytics combien de trafic ils génèrent. Et là vous allez vous rendre compte que vous avez des super articles, vous avez des gros articles qui ne font rien. Et là à ce moment-là en fait tout simplement soit vous allez les optimiser pour les rebooster, les remettre à jour, etc. Soit en fait vous allez les concentrer, c'est-à-dire que vous avez 3-4 articles pourris, enfin moyens, et vous allez mettre dans un gros article que vous allez réécrire, donc il fait un nouvel article. Soit en fait vous dites bah voilà pour cette expression là, bah finalement j'y arrive pas et je vais en fait le réécrire. Voilà, donc ça c'est un truc vraiment simple à faire. Les contenus longs, on en a déjà parlé. Exploiter sa base de contacts. Voilà, je voulais juste vous présenter 2 outils. Le premier en fait c'est LinkedIn Helper. C'est un outil qui, comme je disais, c'est du gros hacking. C'est comme en fait, on parle des vaccins actuellement. Le vaccin, il y a toujours un bénéfice-risque. Et pour les outils de gros hacking, c'est la même chose. Il y a une notion de bénéfice-risque. C'est-à-dire que oui, vous pouvez utiliser des outils de gros hacking, mais attention,
vous pouvez aussi vous faire suspendre. Par exemple, pour LinkedIn, là, j'ai reçu 2-3 petits warnings il y a quelques temps, donc j'ai un petit peu ralenti les choses, j'essaie de repasser un peu plus sous le radar, mais c'est important en fait de pas trop bourriner. Moi, j'avais en fait fait un petit peu trop de bourrin, j'avais envoyé un peu trop de messages, etc. Et donc, j'ai ralenti un petit peu le truc. Et donc, faites attention à ça. Donc, ça permet d'automatiser pas mal de choses, des demandes de contact, et je viendrai après, juste après, sur l'endorsement, la recommandation. C'est vraiment super intéressant parce que ça permet d'automatiser les choses. Et la dernière version qui est LinkedIn Helper 2 est assez sympa. Pour 100 balles par an, vous pouvez automatiser des choses. Des choses qui sont sans risque, enfin sans trop de risque. Voilà, c'est un hack super simple et sans douleur, c'est la recommandation. Moi, je vous invite à le faire si vous voulez passer au-dessous du radar et que vous voulez vraiment pas prendre de risques. C'est simple. Vous allez en fait recommander des compétences à vos contacts. Vous pouvez en faire jusqu'à 250 par jour. Vous pouvez même faire moins si vous voulez. Et en fait, les gens vont voir que vous allez les recommander pour une compétence que vous aurez choisie, définie au hasard. Hein. C'est l'outil qui le fait. Ça permet, d'entretenir votre réseau parce que vous avez des gens qui disent « Ah, c'est sympa, comment ça va, machin, etc. » 2, en ayant en fait une interaction avec eux et un échange en direct message, vous allez revenir dans leur flux. Parce qu'en fait, de manière globale, sur LinkedIn, grosso modo, allez, on va dire, tu as une semaine, 10 jours. Si t'as pas eu d'interaction avec si la personne n'a pas eu d'interaction avec tes publications pendant une semaine, 10 jours, tu disparais. Parce que tu n'es jamais exposé à tes 5000, 10 000 contacts. Là, quand tu as des conversations avec eux, quand tu feras une publication, quand tu auras ton anniversaire, quand tu auras tes trucs, en fait, tu vas remonter. D'ailleurs, je vous invite aussi à faire un petit tips. Ça aussi, c'est un petit hack. Changez vos dates de début ou de fin. Moi, par exemple, dans mon profil LinkedIn, j'ai 2 dates de début. J'ai mon poste de product manager, mon poste de responsable de projets digitaux qui sont légèrement décalés de quelques mois. Et en fait, comme c'est des expériences qui sont toujours présentes, j'ai l'anniversaire professionnel qui sort 2 fois. Ce qui permet de sortir 2 fois dans l'année et vous avez plus de visibilité là-dessus. Voilà. Et après, faites-le avec précaution, mais vous pouvez aussi inciter les gens à devenir prospects dans votre liste. Par exemple, les gens qui m'ont dit merci pour la recommandation, je dis tiens, en fait, je dis voilà, j'essaie de valoriser mon réseau de temps en temps avec quelques petites actions. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai lancé une série d'astuces par email, un conseil par jour, blablabla. Bla, bla, bla. Donc là, en fait, ils arrivent dans une chaîne de marketing automation un peu classique. Un autre petit hack simple, c'est Phantom Buster avec Twitter. Moi, Twitter, j'utilise de manière un petit peu automatique parce que c'est une plateforme qui est comme en perte de vitesse. Et donc, en fait, j'ai comme des gens qui suivent mes actualités, etc., etc. Donc, en fait, ce que je fais, c'est qu'avec Phantom Buster et Zapier, j'ai un petit truc qui permet de faire que tous les gens qui deviennent followers pour moi, je leur envoie automatiquement un petit message de bienvenue avec un petit cadeau. Alors, bien sûr, encore une fois, comme pour tout, moi je fais le petit warning. Il y a toujours une possibilité d'avoir une petite sanction, un petit truc. Donc faites attention, n'abusez pas de ces outils. Voilà. Alors, on arrive quasiment à la moitié, les 2 tiers de la présentation. Je voulais également vous dire qu'il est important en fait de travailler la conversion sur le site web. La conversion, ça agit parfois sur peu de choses. Grosso modo, si vous êtes en dessous de 1% de conversion, si vous avez un blog, bien entendu, si vous n'êtes pas bon, si vous êtes au-dessus de 1%, c'est que voilà, ça va à peu près. Enfin, ça va. C'est le minimum syndical. Et donc, en fait, il faut optimiser les choses. Là, en fait, justement, j'avais fait plusieurs tests. Là, c'est un test que j'ai mené il y a déjà quelques temps de cela, mais c'est intéressant de se dire que entre ces deux visuels-là, et en fait, il y en a un qui fait moins 38%. C'est-à-dire que la photo avec la nana, elle fait moins 38% de conversion, tandis que la photo avec le livre blanc, en fait, il fait beaucoup plus. Donc voilà, faut tester les choses. Moi, je pensais qu'avoir une photo de personne, c'était beaucoup plus intuitif, et en fait, non, c'est pas du tout plus efficace. Voilà. Pensez à votre persona aussi. Là, par exemple, mon bonus actuellement qui marche le plus, et qui est vraiment celui qui marche le plus de très très loin, c'est le numéro 1, tout d'un coup du jour au lendemain, parce qu'en fait, je me suis dit, merde, mais Fred, ta conversion est pas géniale, tu arrives à peine à 1%, comment tu pourrais arriver à 2%, parce que j'ai beaucoup de trafic et de trafic hors cible. Et donc, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui intéresse tes clients? Qu'est-ce qui intéresse les visiteurs? Et tout simplement, je me suis dit, voilà, ouais, c'est un bonus.
qu'est-ce qui les intéresse le plus, c'est trouver des clients. Et donc, je me dis, mais toi, Fred, qu'est-ce que tu as trouvé comme idée intéressante pour actuellement sur ce sujet-là? Puis je me dis, c'est vrai qu'il y avait un gars, je crois que c'est les petits hacks de Pierre ou je ne sais plus quoi. C'était un hack par jour. Elle me dit, mais Fred, un hack par jour, ouais, tu vas pas faire ça, tu vas pas copier, mais une astuce par jour. Je dis, ah non, mais une astuce par jour, c'est beaucoup, t'as pas le temps de le créer. Mais je vais faire une astuce tous les 2 jours. Et donc, en fait, j'ai commencé à le faire. J'ai créé 3 emails dans la séquence. J'ai lancé, j'ai testé et bim, ça marchait tout de suite. Et là, bon, j'ai pas 100 astuces actuellement. J'en ai peut-être 20 ou 30. Il y a un mois et demi de contenu qui sont programmés. En tout cas, ça me permet comme ça d'avoir un nouveau bonus qui attire du monde. Et après, donc voilà, je vais pas faire la liste, mais tu as plein de contenus et tu as même des matrices que tu connais bien que moi, aussi bien que moi. Donc tu peux tester après tes formulaires. Encore une fois, là, tu vois que tu peux avoir des taux de 0,15 à 5 ou 6% de conversion. Tout dépend en fait de tes contenus et si tu peux faire de la B-testing, c'est assez sympa à faire. Un petit hack aussi, très sympa, c'est mettre en place le chat. Voilà, ici sur mon site internet, si vous allez dessus, vous allez en fait voir que j'ai un petit chat qui est là. Et en fait, c'est un chat, c'est l'astuce du chat offline, comme je le dis. C'est-à-dire qu'en fait, je suis jamais présent. Mais en fait, les gens en fait qui veulent discuter, qui veulent poser une question, ils posent leurs questions, ils laissent leurs coordonnées, ça envoie un email à mon assistante. Mon assistante, elle a 20 pages ou 30 pages de FAQ et après derrière en fait, elle répond en automatique et moi je gère les 10% de demandes qui sont un petit peu en dehors. Voilà. Et ça permet de créer du relationnel, ça permet d'avoir une pop-up de manière un peu plus originale. Dans le marketing automation, c'est vrai qu'on en avait parlé tout à l'heure, on voulait un petit peu évoquer le sujet. Donc, ce qui fonctionne bien, c'est ce que je vous disais, l'email 1 tous les X jours, puisqu'on se rend compte que plus tu envoies d'emails, plus tu fais de ventes. Et surtout, si tu envoies un email que une fois tous les mois, par exemple, et si tu te loupes 2 fois de rang, en fait, les gens vont plus le lire. Par contre, si tu envoies tous les jours, finalement, peut-être que un email sera naze, mais peut-être l'autre email d'après sera mieux, etc. Donc, finalement, c'est peut-être une formule qui est assez intéressante. Alors, ça nécessite un effort important de création de contenu et de mail, mais tu peux rebalancer vers des articles de blog, etc. Un autre email qui fonctionne extrêmement bien, c'est avez-vous abandonné votre projet de c'est un truc que j'ai récupéré dans Ne coupez pas la poire en deux, un autre bouquin de Steve Voss. Ne coupez pas la poire en deux, je vais vous le mettre. Hein. Ne coupez pas la poire en deux. C'est un bouquin sur la négociation en deux. Et en fait, c'est un bouquin sur la négociation d'un ancien agent du FBI. Alors, il est disponible en livre audio, ce bouquin, donc il est assez sympa. Et il indique vraiment que ce truc-là permet de faire réagir les gens qui donnent plus de nouvelles. Alors, je pense que tu es comme moi, tu dois avoir des gens qui donnent plus de nouvelles alors qu'ils ont fait un devis, etc. Et en fait, tout simplement, avec ce petit truc-là, tu as quasiment 50% des gens qui te répondent et qui disent ah non, bah oui, le projet est mis en stand-by, non, c'est ceci, cela, non, c'est repoussé. Et donc, en fait, ça permet d'avoir comme ça une petite nouvelle de tes affaires en cours. Les outils des ROI, les témoignages, bien entendu, c'est important. Et le dernier point, c'est créer l'événement comme un webinaire comme aujourd'hui. Voilà. Et en B2B, décrocher son téléphone, c'est pas des emails qui vendent, c'est vraiment décrocher son téléphone ou alors pourquoi pas des contacts sur LinkedIn. Voilà. Des hacks simples, hein, je changeais de nom d'expéditeur, moi j'ai mis Sabrina à la place de moi et tout de suite ça a changé les choses. Alors ça n'a pas été une révolution, mais ça a permis de réveiller certains lecteurs. Changer de nom de domaine, moi j'ai 2 noms de domaine, j'ai conseil marketing et conseil-marketing.com et avoir un nom de domaine vierge, ça a permis en fait d'aller redonner une virginité. Et j'ai aussi 2 outils, j'ai GetResponse et Sendinblue qui permettent en fait mes actifs, je les ai sur GetResponse, j'en ai à peu près moins de 50 000 et dès que les gens deviennent inactifs, je les mets dans Sendinblue pour des emails un peu plus ponctuels et ça me permet d'économiser quand même plusieurs centaines d'euros à l'année. Voilà. Et j'ai mis un petit article là-dessus qui explique comment je fais. Bon, je crois qu'on arrive à la conclusion, mon cher. Moi, ce que je voulais dire, c'est analyser votre cycle d'achat avec ta méthode qui est super sympa. Je l'ai appliqué moi-même au boulot. Tester encore et automatiser en mettant de l'humain. Voilà. Et moi, je voulais juste finir par un petit cadeau parce que je vois qu'on est encore une quarantaine en ligne.
Je voulais récompenser en fait les gens qui sont restés jusqu'au bout. Donc, je voulais faire un petit tirage au sort. Donc, est-ce que toi, Gabriel, tu peux avoir la liste des personnes et à ce moment-là, on prendra un numéro de 1 à 36 et, et on tirera au sort. Enfin, je vais tirer au sort un numéro et puis on fera gagner un petit bouquin aux personnes qui sont là ou Alors, je sais pas si j'ai. Attends, je vais voir. il y a Attendee normalement. C'est Si dans la liste. Attendees. Hop. Ouais, t'as la liste. Ouais, c'est bon. Ouais. Nickel. Il faut, Alors, mais faudrait voir de quelle manière on peut la choper dès maintenant. ah bah c'est ça. Moi, je vais faire un tirage au sort en ligne. C'est ce que je fais généralement. Je fais tirage au sort en ligne et en fait, je vais prendre un numéro au hasard. Voilà. Et je vais prendre un numéro entre 1 et 37 parce qu'on est 37 actuellement là. Alors, hop, tirage au sort. Et donc, on verra qui va gagner et on va pouvoir être. Hop. Alors, hop, je vais utiliser un petit outil qui s'appelle c'est Décode. Alors, de 1, je vais voir si on est bien 37, de 1 à 37. Voilà. Tac, attention. Roulement de tambour. C'est le résultat est en train de se faire. Alors, je vous fais. Ah, c'est toujours pas encore fait. C'est 23. Alors, 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. C'est Martin Peter. Peter Martin. Alors, est-ce que tu es là, Martin? Martin, es-tu là? Oui, il est là, il vient de dire super. Alors, Martin, si tu peux envoyer un mail à fred@conseilmarketing.com. Là, je mets ici fred@conseilmarketing.com. Et ben en fait, tu vas recevoir le bouquin, là, le petit sticker, l'enveloppe et tout ça. Tu m'envoies ça et tu recevras la formation vidéo. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas gagné, allez, moi je reste quand même, allez, sympa pour tout le monde. Vous avez 40% de réduction sur le même pack avec la formation et le bouquin. Donc ça vous fait quoi, 36 balles au lieu de 60 balles ou un truc comme ça. Voilà. Super. Alors, est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions ou pas? Ouais, moi, je vais devoir fermer quand même le chat. Ah oui, là, oui. avec notre gros quart d'heure de retard. J'ai mon rendez-vous là d'après qui a bien débordé. Bon, bah à ce moment-là, merci à tous à ce moment-là. Mais c'était un vrai plaisir, comme toujours, de t'accueillir, Fred. C'était hyper riche. Merci à tous aussi. Tout sera dispo en replay et puis on vous enverra aussi les slides, vu que tu as dit que tu étais d'accord. Oui. Ça permettra de creuser parce qu'on est allé un peu vite sur la fin. Merci beaucoup, Fred. Plaisir. Et tu sais que la porte est ouverte à la maison. Mais j'insiste pas Avec plus. grand plaisir. Allez, bye. À plus. Ciao.